Le tarot est un jeu de cartes populaire dont les origines remontent au début du XVe siècle. Parmi les modèles anciens autrefois appréciés des joueurs, celui connu sous le nom de tarot de Marseille est aujourd'hui encore utilisé par les diseurs de bonne aventure à des fins divinatoires. Comme tous les tarots, ce type particulier comporte, en plus des couleurs traditionnelles, une série de 22 cartes, les atouts. En raison des figures étranges dont ils sont ornés, ces atouts suscitent depuis des siècles un puissant pouvoir de fascination. Que signifie-t-il? Qui les a créés? Dans quel but? À travers les péripéties d'une enquête, focalisée en particulier sur 4 atouts, ce film met en lumière une surprenante hypothèse selon laquelle le tarot de Marseille n'est pas un banal jeu de cartes, mais constitue le véhicule occulte d'un enseignement philosophique complexe et profond. L'unique musée français de la carte à jouer se trouve à Issy-les-Moulineaux, près de Paris. Nous y rencontrons Thierry de Police, qui est historien, spécialiste des jeux. Ce type de tarot, là, qui est un type parmi d'autres, est appelé classiquement tarot de Marseille. C'est une appellation conventionnelle parce que, très probablement, à la fin du XVIIIe siècle et pendant toute la première moitié du XIXe siècle, voire même au-delà, on ne faisait ce modèle de tarot qu'à Marseille. Et donc, les gens ont pris l'habitude de l'appeler tarot de Marseille. Mais en fait, on distingue derrière ces cartes une origine italienne. Nous sommes nombreux à penser, et ce n'est pas un trait propre aux cartomanciennes, que ces cartes, donc les atouts, forment une espèce de série avec un sens. Alors, on a essayé de comprendre un peu ce qu'étaient ces cartes. Voilà le chariot aux mystérieuses initiales VT, la tempérance que nous voyons ici avec ces 2 vases qui lui permet de transvaser de l'eau dans du vin, puisqu'elle est censée mettre de l'eau dans son vin et tempérer. Et puis nous trouvons ensuite la carte du monde, si typique de ce tarot de Marseille, avec cette mandorle, les symboles des 4 évangélistes, qui n'apparaissent pas dans d'autres types de tarot, de fait. Et ça semble être une particularité du tarot de Marseille. Alors tout ça nous intrigue en réalité, parce que on a perdu les clés de ces choses-là. Et quand on se préoccupe de comprendre l'origine de ces cartes, il faut plonger dans l'univers graphique du XVe siècle. On n'y échappe pas. Les manuscrits, les gravures, il y en a déjà, les écrits du XVe siècle, pour essayer de réunir les éléments d'une compréhension, et il n'est pas dit qu'on y arrive. Retrouver l'origine de ces tarots suppose donc de plonger dans l'art du XVe siècle. Mais par où commencer? De Paris, nous partons pour la Hongrie. C'est un article paru en 2007 dans la presse hongroise qui nous pousse dans cette direction. Une restauratrice d'art, travaillant sur des fresques récemment redécouvertes au château d'Esztergom, à 50 km au nord de Budapest, venait d'annoncer avoir reconnu dans l'une de celles-ci la main d'un des plus grands maîtres de la Renaissance, le peintre Sandro Botticelli. Or, cette fresque présente des ressemblances frappantes avec un atout du tarot de Marseille, la tempérance. Sur le chantier de restauration, dans les profondeurs du château, nous sommes reçus par la restauratrice Susanna Wirdel. La fresque qui nous intéresse représente les vertus cardinales, parmi lesquelles, justement, la tempérance. Cette fresque a été déterrée en 1938, ce qui signifie que ce cabinet de travail ainsi que la chapelle sont restés 340 ans sous terre.
föld alatt volt. Les couches supérieures de la fresque, recouvertes de repeints tardifs, très abîmés par le séjour sous terre, ont été nettoyées, ce qui a permis de révéler la très belle couche de préparation sous-jacente que nous découvrons aujourd'hui. L'observation directe de la fresque confirme bien le rapprochement que les photos publiées dans la presse nous avaient laissé entrevoir. Nous présentons la carte de la tempérance à Susanna Virdel. Oh. Étonnamment, celle-ci n'avait jamais fait le rapprochement entre cette image populaire Carino. et le chef-d'œuvre qu'elle s'applique à restaurer. Marha jó. C'est impressionnant. Ez a temperancia. Regardez cette tempérance-là. Nézzük csak meg, C'est la hogy même ugyanaz a position. pozíciópont. Elles sont identiques. Szinte C'en est presque hihetetlen. incroyable. Elképesztő. Nézzük csak meg teljesen ezt a La tempérance de la carte a la même position. A temperancia pontosan ugyanolyan. Et l'inclinaison des deux cruches aussi est la même. A két kancsónak a kiöntése. Et c'est aussi le même type de cruche. Celle-ci et celle-ci. Elles sont identiques. Meg a hajnak ez a vonulat. Et la mèche de cheveux aussi. Ugyanolyan. Itt. Elle est Pontosan semblable. Ugyanolyan. Hát ezt nem hiszem el. Hát ez C'est vraiment egész fantastique. elképesztő. Ez fantasztikus. Mais qui est l'auteur des fresques d'Esztergom? En faisant réapparaître la couche picturale originale, Susanna Virdel a reconnu dans ce travail la main du maître florentin Sandro Botticelli. Elle compare la fresque de la Tempérance à d'autres œuvres connues du Florentin. La naissance de Vénus, du Musée des Offices à Florence, ou Vénus et les Trois Grâces offrant des présents à une jeune fille, aujourd'hui au Louvre. Tehát miután letisztítottuk azokat a vonalakat, amik zavaróak Les couches voltak, supérieures qui étaient source de confusion ont été enlevées et une image complètement différente est apparue. képben C'est ce qui a mutatták. permis d'attribuer la Olyan fresque à Botticelli. attribúcióhoz segített hozzá, amihez Botticellinek a Si on la compare au chef-d'œuvre de Botticelli, La naissance de Vénus, on voit bien que le cou est typique de Botticelli. Ez a nyak, ez a tipikus Botticelli. És ha megnézzük ezt a vonalat, ugye, ami ez a tipikus nyakvonal, hát szinte egészen... Vous voyez comme les lignes du cou correspondent egy az presque egybe ez a vonal parfaitement. a temperancia nyakvonalával. Si on incline un tout petit peu parce que l'angle de la tempérance est un peu plus incliné, on se rend bien compte que le cou de la tempérance est typique de Botticelli. Tipikus Botticelli, hogy nincs csont a vállban. On voit aussi que l'épaule n'a pas d'os. Et c'est pareil sur cette fresque. Falképen. De ezen kívül ugye az egyezés az... Et il y a aussi des concordances avec cette tête de la fresque de la Villa Lemmi, comme avec la Vénus. A Lemmi freskó fejével, illetve a Vénusszal. Il y a bien un air de famille entre la tempérance du château d'Esztergom et celle du tarot de Marseille. L'attribution de Susanna Virdel, si elle est juste, constitue l'indice d'un rapport entre le tarot de Marseille et Botticelli. Dans ce cas, d'autres correspondances devraient pouvoir être identifiées. Pour nous en assurer, nous passons en revue les œuvres connues du maître florentin. Et en effet, l'une d'elles présente des ressemblances troublantes avec un autre atout du tarot de Marseille. Il s'agit d'un dessin de grand format conservé à Berlin. En voici une reproduction grandeur réelle. Nous le réduisons à l'échelle d'une carte de tarot de façon à mettre en évidence les correspondances avec le 15e atout du tarot de Marseille, le diable. Un personnage debout, de face, avec les jambes légèrement écartées.
les pieds griffus, les cornes sur la tête et le strabisme convergent, les ailes de chauve-souris qui se déploient dans les angles supérieurs des deux images. Mais surtout, le centre des deux compositions. Dans la carte, l'objet visé est sans équivoque. C'est plus subtil dans le dessin. Botticelli conduit le regard de l'observateur en traçant un cercle autour du point central comme une cible. Là, on distingue nettement, parmi les touffes du pelage, les attributs virils de Lucifer. Mais pour quelle raison ces deux images placent-elles le sexe du démon au centre de la composition? À l'évidence, la piste du diable conduit à un point d'interrogation. En attendant d'y revenir, il nous faut retourner au point de départ, en partant d'un autre atout. À Issy-les-Moulineaux, Thierry de Police nous avait fourni un bel indice qui relance l'enquête dans une nouvelle direction. Alors voilà, un des trésors de ce musée, c'est cette carte de chariot qui a été acquise sur le marché de l'art il y a une vingtaine d'années. Et on a pensé que cette carte avait dû être peinte vers 1455 par là. On voit que le style est quand même très différent du tarot dit de Marseille, mais nous sommes aussi dans un autre registre, princier ici, plus populaire dans l'autre, et enfin dans un autre médium artistique, puisque c'est de l'enluminure, avec ses fonds dorés, c'est de la feuille d'or. Ce qui frappe le plus dans cette carte, c'est que sa composition graphique est la même que celle du 7e atout du tarot de Marseille, le chariot. Une composition très particulière, deux parties égales, séparées par le bord supérieur de la caisse du char. Mais en fait, le chariot du tarot de Marseille est inspiré aussi d'autres dessins et gravures, tous italiens et du XVe siècle. Dans cette image du char de la foi, gravée à Florence vers 1460 par Maso Finiguera, on retrouve l'attelage de deux chevaux presque à l'identique. La ressemblance est également saisissante avec cette esquisse du Vénitien Jacopo Bellini, un char de triomphe dessiné vers 1441. Et là, il y a aussi la cabine dans la partie supérieure avec ses montants verticaux. La composition est la caisse du char de Ferrare. Les chevaux de Finiguera, la cabine de Bellini. Tels sont les éléments empruntés à des œuvres italiennes du XVe siècle qui constituent la carte du chariot. Il y a quand même quelque chose d'intrigant. Dans aucun de nos modèles, on ne trouve trace du jeune conducteur de la carte du chariot. Que peut donc bien représenter ce jeune homme conduisant son char? Le train Ténon, Florence, Cambon du Marté, attention au départ. Puisque le tarot de Marseille est originaire d'Italie, c'est là-bas que nous avons le plus de chances de trouver la réponse à cette question. En Italie, et plus précisément à Florence.
Le thème du char conduit par un jeune homme est populaire à Florence dans la seconde moitié du XVe siècle. D'importants témoignages en subsistent aujourd'hui. Dans l'église de San Miniato al Monte, qui domine la cité, là, sur le tombeau du cardinal du Portugal, construit entre 1461 et 1464, un bas-relief montre le jeune homme dirigeant son char. Au musée national du Bargello, dans la salle consacrée à Donatello, le même char apparaît sur un buste de jeune homme daté d'environ 1460 dans l'ovale du médaillon qu'il porte autour du cou. Que pouvaient donc bien signifier à cette époque ces représentations de chars? À la bibliothèque laurentienne, l'une des plus anciennes de Florence, Andrea Rabassini, un historien de la philosophie, nous met sur la piste de l'image qui a inspiré nos chars florentins. Une image conçue à Athènes au IVe siècle avant Jésus-Christ par l'un des pères fondateurs de la pensée occidentale. Questo codice greco contiene tutte le opere. Ce manuscrit grec contient toutes les œuvres de Platon avec d'autres écrits. Ecco qui. Phaèdre. Voilà, Sul bello. ici le Phèdre sur le beau. Dialogo di Platone nel testo. Donc le dialogue de Platon dans le texte original grec. E troviamo in queste pagine un mito legato. Et nous trouvons dans ces pages un mythe platonicien qui nous parle de l'âme. Che ci parla dell'anima. L'anima che è descritta come un carro. L'âme y est décrite comme un char ailé, dirigé par un conducteur et qui est tiré par deux chevaux. L'un qui l'élève vers le haut et l'autre qui l'entraîne vers le bas. Et c'est à nous de faire prévaloir le guide rationnel sur le monde des passions qui nous emporte vers le bas. Sul mondo delle passioni che ci portano verso il basso. Il est frappant de constater que cette description du char de l'âme par Platon se reflète fidèlement dans l'attelage du chariot du Tarot de Marseille. Voici ce que Platon avait écrit dans son fameux dialogue du Phèdre. Des deux chevaux, l'un est bon, mais l'autre ne l'est pas. À première vue dans le chariot du tarot, il n'y a pas de cheval meilleur ou pire. Pourtant, une comparaison plus poussée des deux figures permet de relever d'étonnantes disparités, et ces différences semblent refléter les portraits que Platon avait faits des deux animaux. Le premier, avait écrit Platon, tient la meilleure place. Il est droit, il a les formes bien dégagées. Dans la carte, le cheval qui est à la droite du conducteur a la tête bien dans l'axe de la marche et son regard se porte dans la même direction. Il est bien proportionné, ses oreilles sont droites. Le second, au contraire, avait encore écrit Platon, est de travers, épais, de forme grossière, la tête massive, le col court, la face plate, le teint terne, les yeux glauques et veinés de sang, les oreilles velues et sourdes. Dans la carte, le cheval qui se tient à gauche du conducteur tourne la tête perpendiculairement au sens de la marche, comme un animal rétif. L'un de ses yeux est fermé, tandis que l'autre est exorbité. Ses oreilles, couchées sur la tête, font craindre qu'il s'apprête à ruer. On dirait que celui qui a dessiné cette image a cherché à transposer dans la carte la description de Platon.
mais on ne voit pas très bien ce que cette image de l'Antiquité grecque vient faire à Florence dans la deuxième moitié du XVe siècle. En réalité, la réapparition du char à cette époque ne doit rien au hasard. Elle est le fait d'un personnage qui n'est plus connu aujourd'hui que par quelques spécialistes. Un certain Marsile Ficin. Pourtant, au temps de la Renaissance, quand Florence était au sommet de sa splendeur, cet homme était l'un des plus grands savants. Fils de médecin, il était entré dans sa jeunesse au service de Côme l'Ancien, le fondateur de la dynastie des Médicis. Il demeurera toute sa vie durant lié de près à la famille qui régnait sur Florence et entretiendra même une relation amicale avec Laurent le Magnifique. Quelques années après sa mort, Marsile Ficin est jugé assez illustre pour que son buste soit érigé en bonne place dans la cathédrale de Florence. Ce qui lui vaut cette gloire, le sculpteur le lui a déposé dans les bras. Sa traduction latine des dialogues de Platon. Marsile Ficino è famoso per essere stato il primo. Marsile Ficin est célèbre pour avoir été le premier à traduire les œuvres complètes de Platon du grec en latin. Et cette traduction, avec les commentaires de Ficin, a eu une grande influence. Avant Ficin, au Moyen-Âge, on connaissait peu d'écrits de Platon. Grâce à Ficin, c'est la première fois que toutes les œuvres de Platon ont réellement été mises à la disposition de ceux qui savaient le latin, c'est-à-dire les savants, les personnes cultivées de l'époque. Grâce à la traduction de Marsile Ficin, Platon renaît donc à Florence, et avec lui, le dialogue du Phèdre et son char. Mais Ficin n'était pas seulement philosophe et traducteur, il avait aussi été ordonné prêtre et fut même chanoine de la cathédrale. Pour mieux faire accepter le philosophe Platon à l'Occident chrétien qui s'en méfiait, il s'attache à accorder sa pensée avec la doctrine chrétienne. Ficin considère Platon comme le précurseur du Christ, et il n'hésite pas à voir en lui un prophète. Mais pour parvenir à cet accord, Ficin en rajoute parfois un peu à ce qu'avait écrit Platon, notamment dans certains commentaires sur les dialogues platoniciens. Il en est ainsi du commentaire au Phèdre, dans lequel Ficin accorde une attention particulière au char de l'âme. Dans ces lignes, Ficin enrichit l'image du char de détails qui ne figurent pas dans le texte grec original. Or, ces détails, inventés par Ficin, nous les retrouvons dans l'atout du chariot du tarot de Marseille. Ficin écrit notamment que la tête du conducteur est à la fois une et dédoublée. Dans la carte du chariot, on voit deux masques sur les épaules du conducteur, dans le prolongement de la tête, comme si celle-ci se dédoublait. Il indique aussi que les deux chevaux sont liés ensemble pour l'éternité. Dans le chariot, les deux chevaux de l'attelage ne possèdent pas d'arrière-train et semblent ainsi soudés à mi-corps, comme s'il s'agissait de frères siamois, tout à la fois séparés et unis pour toujours. Ainsi, la carte du chariot semble-t-elle représenter le char de l'âme
tel que l'avait imaginé Platon, et mieux encore, tel que Ficin l'avait réinterprété. Se pourrait-il que Ficin lui-même ait joué un rôle dans l'élaboration de ces figures? Mais pourquoi l'aurait-il fait sur des cartes à jouer? Penchons-nous d'un peu plus près sur ce singulier personnage. Nous roulons vers le village de Careggi, sur les hauteurs qui dominent Florence. La famille de Franco Mercatelli vit depuis le XVIIe siècle dans le voisinage de la maison de Marsile Ficin, que voici. La demeure a subi d'importantes transformations au fil des siècles et des travaux nous en interdisent l'accès. Ce petit domaine avait été offert à Ficin par Côme de Médicis pour le récompenser de ses traductions. C'est peut-être ce lieu que Ficin évoque dans son introduction aux œuvres de Platon, un lieu qu'il appelle l'Académie. L'Académie platonicienne était un cercle d'éminents personnages de cette époque. Laurent de Médicis, Marsile Ficin, Pic de la Mirandole et bien d'autres encore qui se retrouvaient là pour discuter de Platon. Et c'était un lieu agréable, très plaisant. Dans son introduction aux œuvres de Platon, Ficin évoque les activités de cette académie. Ici, dans l'Académie platonicienne, les jeunes acquerront, en même temps qu'ils jouent et qu'ils s'amusent, les préceptes moraux et la dialectique. Dans les jardins de l'Académie, les poètes entendront Apollon en personne chanter à l'ombre des lauriers. Et enfin, dans le plus profond sanctuaire, les philosophes reconnaîtront Saturne, contemplateur des arcanes célestes, pendant que les prêtres concevront pour toute l'Académie les armes avec lesquelles ils défendront vaillamment la religion contre les assauts des impies. Ainsi, dans l'Académie de Ficin, inspirée de celle de Platon, on imaginait des armes pour lutter contre l'impiété. Les jeunes se formaient à la morale et à la dialectique en s'amusant. En somme, on y jouait pour s'instruire. Ficin ne dit pas quels étaient ces jeux. Et si c'était nos cartes? Des jeux de cartes pédagogiques, c'est banal de nos jours. Mais au XVe siècle, ne serait-ce pas un anachronisme? Nous partons pour Milan. Au cœur de la capitale lombarde, dans le château des Sforza, la collection d'estampes Achille Bertarelli conserve un ensemble remarquable de cartes à jouer, dont certaines datent de la Renaissance. Nous y retrouvons Alberto Milano, chercheur en iconographie, qui nous présente l'un des tout premiers jeux de cartes pédagogiques. Au château des Sforza se trouve un jeu de cartes très particulier. Le jeu est daté de 1515. Il a été imaginé par le moine franciscain Thomas Murner pour enseigner les institutions de Justinien aux étudiants en droit. Agli allievi delle università di legge. Non è un mazzo con cui si potessero fare delle partite con le normali regole. On n'y jouait pas avec les règles normales des jeux de cartes. Il était en fait destiné à mémoriser certains concepts. Le jeu était utilisé par les étudiants pour réviser les institutions de Justinien, un manuel de droit romain. Les cartes présentent des objets comme des peignes, des glands ou des baquets. Chaque objet porte une inscription qui résume un des alinéas des institutions. L'étudiant, ayant tiré une carte, devait réciter pour chaque objet l'alinéa correspondant. En 1515, le professeur d'université Thomas Murner avait donc inventé un jeu de cartes pour enseigner le droit à ses étudiants. Est-il possible que Ficin, quelques décennies plus tôt, ait lui aussi imaginé un jeu pour former ses académiciens à la philosophie? Justement, lors de notre visite,
Alberto Milano avait attiré notre attention sur un atout bien particulier du tarot de Marseille. Voici des cartes de tarot qui ont été retrouvées dans un puits du château des Sforza pendant les travaux de restauration au début du XXe siècle. Et en particulier, cette carte du monde, qui est probablement la plus ancienne carte conservée de ce type de tarot, désignée aujourd'hui sous le nom de tarot de Marseille. Tarot de Marseille est un nom inapproprié. On le sait depuis bien longtemps. Ce nom est un ajout, un nom d'usage, qui remonte probablement au XVIIIe siècle. Bisogna considerare che erano centinaia I fabbricanti di carte da gioco che fabbricavano carte di questo tipo. Des centaines de fabricants produisaient des cartes de ce type. Il est quand même remarquable de constater que l'iconographie de base s'est bien conservée. On voit bien le lien direct qui existe entre ce premier spécimen et cet autre exemplaire français bien plus tardif. La figure complexe que porte cet atout 21 du tarot de Marseille, le monde, nous procure un indice supplémentaire de l'implication de Marcille Fissin dans la création de ce jeu. Cette image reflète un thème fréquent dans l'art médiéval. Le Christ en gloire dans une mandorle, encadré par les symboles des 4 évangélistes, comme on peut le voir par exemple sur le portail royal de la cathédrale de Chartres. Mais elle mêle à cette figure une autre source, non plus médiévale, mais antique. La figure du dieu orphique Phanès, l'androgyne qui naît de l'œuf du monde. Ici, sur un bas-relief d'époque romaine conservé au musée de Modène. Or, nous savons que Marcille Fissin cherchait à opérer la synthèse entre le christianisme et les théologies de l'Antiquité. En fait, il semble bien que la carte du monde représente l'âme délivrée du corps, telle que Fissin l'a décrit dans son traité sur l'immortalité des âmes, la théologie platonicienne. Selon lui, l'âme, une fois qu'elle s'est dévêtue de son enveloppe corporelle, s'élève et devient capable de gouverner les 4 éléments de l'univers. Cette âme libre et toute puissante, Fissin la compare au Fils de Dieu et la qualifie d'âme du monde. Le fait de retrouver dans les tarots de Marseille l'influence d'une part de la pensée de Marcille Fissin, d'autre part de l'art de Botticelli, nous suggère naturellement l'idée que ces 2 hommes, qui étaient des contemporains et tous 2 des proches de Laurent de Médicis, auraient pu collaborer ensemble pour créer ces figures d'atout. Pour explorer cette hypothèse, nous nous rendons au musée du Louvre, où sont conservées les fresques de Botticelli provenant de la Villa Lemni. Nous y rencontrons Stéphane Toussaint, directeur de recherche au CNRS et président de la société Marcille Fissin. Voilà, nous sommes avec cette fresque en 1484-1486 dans une villa des collines de Florence, appartenant à une famille apparentée à Laurent le Magnifique, très intime de Laurent le Magnifique même. Quel meilleur exemple que cette fresque pour témoigner de la fusion des idées de Marcille Fissin et de l'art de l'époque, en particulier de Botticelli, puisque cette fresque est signée de Botticelli. Nous avons ici les 3 grâces, la jeunesse, habillée de vert, la joie représentée en blanc candide, la joie d'une âme pure, et ici, en jaune, à l'image d'un soleil éclatant, la splendeur ou la gloire. Pour Marcille Fissin, notamment dans son traité sur la vie, le traité De Vita, écrit en 1489, et ailleurs dans des lettres que Marcille Fissin envoyait au cercle de ses amis florentins, on considère que le culte des grâces, le culte rendu aux grâces, est un élément fondamental et central à la fois de la vie intellectuelle et de la vie sociale.
quelle plus belle illustration de la migration des idées et surtout de l'incarnation des idéaux ficiniens et néoplatoniciens dans la société florentine de l'époque. La pensée de Marcille Ficin influence donc l'art de Botticelli. Par quelle voie cette influence a-t-elle pu s'exercer? Et surtout, dans quel but? Une chose est certaine, Ficin avait pour principe et pour idée de diffuser sa philosophie et d'appliquer sa philosophie de manière très concrète. On a considéré longtemps Ficin comme un personnage abstrait de la réalité, vivant dans un cercle élitiste, sans contact avec les artisans, les artistes, les ingénieurs, l'homme courant de la vie florentine. En réalité, on sait maintenant que Ficin avait des contacts et des amitiés avec des artisans et des artistes. Je crois que le plus bel exemple que l'on peut citer à cet endroit est l'attention avec laquelle il avait pris soin de faire réaliser un certain nombre de talismans, d'horloges qui permettaient d'illustrer sa philosophie. À savoir que pour Ficin, l'harmonie céleste peut se traduire dans des œuvres destinées à la contemplation du philosophe ou de l'homme en général. Dans son De Vita de 1489, Ficin donne même des recommandations sur la façon dont il faut vivre en possédant autour de soi des objets qui représentent et qui retransmettent cette harmonie. Ça peut être des talismans magiques, ça peut être des représentations d'emblèmes, et dans ce cas, même s'il n'en parle pas dans le De Vita, des tarots ou un jeu de cartes pourraient éventuellement faire partie de cet arsenal, mais il n'en parle pas lui-même. Et il parle surtout d'une horloge, une horloge zodiacale, réalisée par un artisan qui s'appelait Della Volpaia, et que Ficin cite parmi ses amis. C'est très important. L'intérêt de Ficin pour cette horloge s'explique par le fait qu'il pratiquait lui-même assidûment l'astrologie, et que, comme la majorité des savants de son temps, il intégrait parfaitement cette connaissance traditionnelle à ses conceptions philosophiques et religieuses. Il n'est peut-être pas sans intérêt de noter dès à présent que plusieurs atouts du tarot de Marseille évoquent irrésistiblement des images astrologiques. Reprenons à présent la piste du diable. Alors, pourquoi le sexe du démon est-il au centre de l'image dans la carte du diable, comme dans le Lucifer de Botticelli? Le dessin de Botticelli est une illustration pour la Divine Comédie de Dante. Dans ce poème en 3 volets, Dante avait raconté son voyage initiatique sous la conduite du poète latin Virgile, à travers l'enfer, le purgatoire, puis le paradis. Dans la scène qui nous intéresse, Dante et Virgile ont traversé les cercles successifs de l'enfer. Ils se retrouvent au centre de la terre, face à Lucifer. Dante n'emmène pas large. Virgile le rassure. Virgile prend Dante sur son dos pour descendre. Et là, il continue la tête en bas. Logique. Une fois passé le centre de la Terre, la gravité s'inverse et la descente se transforme en ascension. Si Botticelli place le sexe de Lucifer au centre de la Terre et au milieu d'une cible, c'est pour souligner le lien qui existe entre la sexualité et la damnation. Le point d'attraction de toute matière pesante représente la puissance presque irrésistible du désir physique. Et c'est un point qu'il faut dépasser pour rejoindre le purgatoire, puis le paradis. Par sa composition,
la carte du diable du tarot de Marseille exprime la même idée. Mais dans la carte, à la place de Dante et Virgile, nous avons 2 prisonniers. Qui sont-ils? À nouveau, Platon et Ficin nous mettent sur la piste. Le mythe de la caverne, imaginé par Platon, met en scène des prisonniers ligotés au fond d'une grotte obscure, qui ne voient le monde qu'à travers des ombres déformées et qui prennent ces projections confuses pour la réalité. Ce récit est généralement interprété comme une représentation du caractère illusoire de la perception par les sens. Mais Ficin mêlait au mythe de la caverne les visions chrétiennes de l'enfer qui étaient celles de son temps. Certains de ses écrits en portent témoignage. En 1495, il publie ses lettres. Celle-ci est datée de 1480. Là, il raconte le mythe de la caverne. Il a ajouté des détails qui ne sont pas dans le texte de Platon. Ficin écrit que les prisonniers ont les mains attachées dans le dos. Ce n'est pas dans le texte de Platon. Il écrit qu'une torche est allumée derrière le dos des prisonniers. Et ça non plus, ça n'est pas dans le texte de Platon. Par contre, les mains liées, la torche allumée, nous les retrouvons dans le diable du tarot de Marseille. Dans une seule et même image se trouve fusionné l'enfer chrétien et la caverne de Platon. Marcille Ficin, en raison de l'originalité de sa pensée et de ses écrits, avait attiré sur lui les soupçons d'hérésie et de magie. C'est avant tout grâce au soutien de Laurent le Magnifique qu'il échappa à la condamnation par les autorités ecclésiastiques. De telles menaces permettent sans doute d'expliquer pourquoi le créateur du tarot de Marseille ne s'est jamais vanté publiquement de son invention. Bon, mais alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de fusionner la caverne de Platon avec l'enfer chrétien? L'image de la caverne pour Platon, c'était pour dire que le monde sensible n'est qu'une illusion, non? Quel rapport avec l'enfer? Ficin avait une vision bien particulière de l'enfer, qui contrastait avec la doctrine de l'Église, mais qui s'accordait en revanche très bien avec la pensée de Platon, comme nous l'explique Sylviane Bogdam, spécialiste de la littérature de la Renaissance. Nous sommes à la bibliothèque de l'Arsenal, à Paris. Nous avons ici un exemplaire de la première édition du commentaire de la Divine Comédie de Dante, publié en 1481 par un ami de Marcille Ficin, Cristoforo Landino. Et nous voyons ici une des gravures du Florentin Baccio Baldini, qui a illustré cette édition en s'inspirant de dessins de Botticelli. Alors le passage que cette gravure illustre est celui où Virgile et Dante passent la porte de l'enfer. Et cette porte est représentée comme la porte d'une grotte. Alors on a là une référence au 6e livre de l'Énéide de Virgile, mais on songe aussi à la grotte de la caverne platonicienne. Ficin parle de l'enfer notamment dans un texte qui s'intitule « La théologie platonicienne », où il propose une conception de l'enfer très originale. Pour Ficin, l'enfer n'est plus un lieu matériel, mais il n'est pas non plus seulement un lieu allégorique comme il est pour un poète latin comme Lucrèce. Pour lui, l'enfer, c'est un état de l'âme après la mort. C'est une prison psychique dans laquelle le damné est condamné à vivre éternellement parmi les illusions auxquelles son âme s'est adonnée pendant son existence terrestre. L'enfer, c'est donc un lieu imaginaire. C'est un monde de ce que Ficin appelle des simulacres. Mais c'est un monde de simulacres que le damné ne peut pas reconnaître comme tel et dont il est prisonnier. L'enfer ficinien, c'est un cauchemar.
mais c'est un cauchemar dont on ne se réveille jamais. C'est pour ça, je pense que l'enfer de Ficin, c'est la caverne, puisque l'enfer, c'est un monde de simulacres que l'on ne peut plus identifier comme des simulacres, qu'on prend pour des réalités, de la même manière que la caverne de Platon, c'est une prison dans laquelle l'homme de la caverne est enfermé parce qu'il ne sait pas identifier le monde sensible pour ce qu'il est, c'est-à-dire une simple image, et que, du même coup, il n'a pas le désir de se retourner, de se convertir vers la lumière de la vérité et vers le principe de cette lumière qui, pour un platonicien comme Ficin, pour Platon, le premier, est le bien. Alors, le diable, ce serait la caverne de Platon revue par Ficin. Le chariot, ce serait le char de l'âme de Platon revu par Ficin. Et au fait, la tempérance, c'est quoi? Et le monde? Et les autres cartes? Un texte de Ficin demeuré inexpliqué jusqu'à ce jour, d'inspiration numérologique et astrologique, présente l'âme sous la forme d'un tableau comportant 7 colonnes, une pour chacun des 7 astres connus à l'époque, et 3 niveaux, le céleste, l'intermédiaire et le terrestre. Les indications fournies par ce texte étrange permettent de placer chacun des atouts du tarot de Marseille dans chacune des 21 cases du tableau, selon un ordre différent de la simple progression numérique. Et Ficin précise, en manière d'énigme, que ces 3 séries commencent par 3 multiples de 7. Dans la première colonne, celle de Jupiter, qui correspond chez Ficin à l'âme du monde, prennent place les 3 multiples de 7. 7, l'âme dans son véhicule terrestre, véhiculum terrenum. 2 x 7, 14, l'âme intermédiaire entre le céleste et le terrestre. 3 x 7, 21, l'âme céleste qui gouverne le monde. Suit la colonne de Mars, masculine et violente. Puis celle de Vénus, féminine et amoureuse. Celle du Soleil et de la Lune conjugue le féminin et le masculin, le jour et la nuit, l'action et la contemplation. Celle de Mercure décline les usages de la parole, persuasion, trahison, confusion. Celle de Saturne conclut sur la justice divine et les fins dernières. Selon cette grille de lecture, la série des 22 atouts du tarot de Marseille apparaît comme une synthèse de la pensée philosophique, religieuse et astrologique de Marcille Ficin. Né sous le soleil de la Renaissance italienne, le tarot de Marseille s'est ensuite enfoncé dans la nuit de l'énigme, conservant en son sein les trésors de sagesse qui lui avaient été confiés. Les cartes sont bien loin d'avoir livré tous leurs secrets. Qui sait si les dernières clés du tarot dit de Marseille ne restent pas enfouies dans les écrits de Marcille Ficin.